Laurent Hénard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Nous n'avons toujours pas de Premier ministre, mais la nouvelle de la journée, la nouvelle de hier soir, c'est la candidature à la présidentielle d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Je serai candidat, dit-il. Je proposerai un plan massif. Comment avez-vous réagi ? J'ai pas été surpris, c'est une confirmation. Et je suis pas surpris non plus parce que la législative des 30 juin et des 7 juillet, en fait, elle n'a pas réglé le débat de fond. Vous voyez bien que le premier tour, chacun a présenté son programme. Aucun programme n'a convaincu finalement, puisque si la majorité a perdu, elle reste quand même une force politique importante. Le NFP n'a pas de vraie majorité. Le RN reste la première force en voix. Les Républicains ont des idées différentes et veulent rester pour l'instant indépendants. Puis le second tour s'est fait contre le Rassemblement national. Donc on a un débat national sur le fond, sur le sens du changement, sur la vision de société, qui n'a pas été tranché par les législatives. Donc c'est la présidentielle, le grand rendez-vous. Le débat présidentiel, on ne pourra pas l'empêcher de s'installer. Et on va perdre 2 ans et demi ? Non, je crois pas. Je crois qu'il faut trouver un Premier ministre et un gouvernement qui puissent s'occuper du quotidien, faire une politique de bon sens, trouver des mesures qui peuvent rassembler largement, et puis admettre que ce gouvernement n'a pas vocation à trancher les grands sujets de fond qui, eux, sont l'affaire de la présidentielle. Il faut avoir la sagesse de laisser les deux démarches se dérouler en même temps. C'est pas les mêmes. Il y a une démarche du gouvernement de la France avec des problèmes des Français du quotidien qu'il faut assumer et qu'il faut régler. Et puis, la France, elle aime bien les grands débats, elle aime bien les grandes causes, elle aime bien les grandes réformes. Et ça, c'est le sujet de la prochaine présidentielle. Édouard Philippe, il est radical compatible. Vous vous retrouvez dans ce projet qu'il esquisse. Il dit dans cette interview que baisser la dépense publique, c'est pas la seule solution, qu'il faut réformer complètement l'action publique. C'est un vrai réformiste. C'est un vrai réformiste. Alors, est-ce que c'est les radicaux qui sont philippo-compatibles ? Est-ce que c'est Édouard Philippe qui est radical compatible ? Il est moins jupéiste qu'il y a 4 ans. Peut-être, ça je peux pas le dire. Je suis pas assez spécialiste d'Alain Juppé pour le dire. Moi simplement ce que je peux dire c'est que pour des radicaux qui sont attachés à la République, au-delà des problèmes de gauche, de droite, dans la démarche d'Édouard Philippe, il y a cette volonté de s'affranchir aussi du clivage droite-gauche, il le dit, des sociodémocrates jusqu'à la droite modérée, raisonnable. C'est une démarche qui convient aux radicaux. Je pense qu'il a raison en tout cas sur un point, c'est que on doit avoir des changements profonds qui sortent de cette présidentielle. Puis on voit bien qu'aujourd'hui, les Français sont démocratiquement fatigués quand on écoute leur confiance dans la classe politique, pour pas dire plus, pour pas dire qu'ils sont démocratiquement parfois énervés et dégoûtés. Et deuxièmement, on voit aussi que si on n'est pas en mesure de changer profondément les choses, on n'arrive pas à régler des problèmes très simples. L'état de nos finances publiques, vous l'avez évoqué, mais j'évoquerai des sujets aussi comme la sécurité, comme l'égalité des chances. On est comme dans une société qui reproduit les inégalités familiales et sociales. Il y a des sujets de fond, et la place de la France en Europe aussi, qui est un sujet à défendre. On voit bien que très vite, nous pouvons nous trouver contestés à l'échelle européenne et mondiale. Donc sur tout ça, la présidentielle doit amener un élan. Et pour que cet élan d'ailleurs soit fait de manière républicaine, je pense sincèrement qu'il faut un bon gouvernement qui s'occupe du quotidien et qui fasse qu'on ne mélange pas les débats. Alors justement, ce gouvernement, est-ce qu'Emmanuel Macron suit la bonne méthode ? C'est-à-dire chercher quelqu'un qui ne soit pas condamné d'avance par une motion de censure et qui ait une certaine stabilité. Ça ne marche pas, il ne le trouve pas ? Il n'a pas... Les consultations sont pas encore terminées. Alors, je sais que le délai paraît très long, mais tout à l'heure, en arrivant, on parlait aussi de nos voisins européens. Moi, j'habite Nancy, je suis lorrain, voisin de l'Allemagne, de la Belgique et du Luxembourg. 40 à 50 jours pour trouver un gouvernement dans ces pays qui sont habitués à la proportionnelle. Et donc, au contrat de gouvernement, ça n'est pas surprenant. Oui, mais eux, ils ont un système fédéral, ça leur permet de continuer à travailler au niveau des régions. Ils ont l'habitude, c'est pas notre culture. Nous, tout est bloqué. Oui, vous avez un État unitaire comme l'Italie ou comme l'Espagne où il y a aussi une bonne dose de proportionnel. Je veux dire, il n'y a pas que les États fédéraux qui ont de la proportionnelle. Mais bon, moi je pense que le sujet essentiel, c'est que le président a raison sur un point, c'est qu'il faut trouver une solution durable. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'on a un double débat budgétaire devant nous. L'Europe va nous demander des comptes sur notre budget, et même s'il n'y avait pas l'Europe, de toute façon, il faut bien avoir un budget en 2025 pour payer les fonctionnaires, faire fonctionner les services publics, regarder les problèmes de pouvoir d'achat des travailleurs, le problème de pouvoir d'achat des retraités. Donc il faut un budget de l'État, il faut un budget de la sécurité sociale, et c'est indispensable pour ça d'avoir un gouvernement qui s'inscrive dans la durée de plusieurs mois, pas de quelques jours ou de quelques semaines. Ce double débat budgétaire, c'est un véritable coup près. Si on n'arrive pas à le passer, qu'on a des difficultés pour financer l'État, qu'on a des difficultés avec les marchés financiers, c'est pas seulement les marchés financiers le problème, c'est l'impact que ça aura sur l'épargne des Français. C'est l'impact que ça pourra avoir sur le prix, l'inflation, la vie quotidienne des gens dans un pays qui importe beaucoup et qui importe plus qu'il exporte. Donc ça me paraît fondamental. Le président a raison de s'inscrire dans la durée et de choisir la solution la plus soutenable. Alors les noms qui circulent semblent tous bloqués quand même. Xavier Bertrand, par exemple, c'est perdu d'avance. C'est pas la peine de le nommer. Le RN plus le Front Populaire, ça fait une motion de censure.
Alors la difficulté, effectivement, c'est de vérifier qui ne se heurte pas à une motion de censure en arrivant. Bon, je pense que le président expertise alors les 2 noms qui sont les plus présents médiatiquement. Je pense qu'il en expertise d'autres aussi. À un moment donné, avaient été évoquées des personnalités comme Pierre Moscovici, Didier Migaud. J'ai pas entendu sur eux Doucase. Le nom de Jean-Louis Borloo avait été évoqué. Si on veut aller chercher quelqu'un qui est plutôt du côté centre-droit, on va dire, j'ai pas entendu non plus Doucase sur lui. Donc je pense que un profil peut être trouvé. Et je pense qu'il faut laisser encore quelques jours au président pour faire son travail de consultation. Quel rôle peuvent jouer les partis charnières qui sont au centre du jeu politique, pas souvent les plus nombreux, mais souvent les plus équilibrés? Je pense à ce qu'on peut trouver dans le groupe Lyot, ou je pense à votre parti radical. Alors vous avez raison, le parti radical, il a une mission historique, je dirais. C'est le plus vieux parti de France, le plus ancien parti de France. C'est celui qui a fondé et accompagné la République dans les moments difficiles. Je veux dire, on a été là dans l'entre-deux-guerres, au moment des grandes crises. On a été là à la Libération. On a été là pour la décolonisation, avec des personnalités comme Pierre Mendès France. Voilà, à chaque fois que la France change, les radicaux sont là. Et je pense qu'on a la capacité de parler à la gauche, à la droite, d'abord, et de faire prévaloir des mesures de bon sens, ensuite. Je reviens sur le résultat des législatives. Je pense que chez les électeurs du Nouveau Front Populaire, comme chez les électeurs du Rassemblement National, il y avait une volonté de pouvoir d'achat, de réussite et de résultats concrets sur l'emploi des 2 côtés. Je pense que si l'ordre républicain, ça mobilise des électeurs de droite et du Rassemblement National, je pense qu'aussi beaucoup d'électeurs du NFP ne veulent pas la chienlit, qui veulent l'ordre, qui veulent la laïcité, qui veulent le respect des lois de la République. Donc il y a des sujets concrets sur lesquels une démarche de bon sens peut s'imposer. C'est le rôle des radicaux. Et c'est le rôle des radicaux aussi de parler à tout le monde. Je voudrais simplement terminer d'un mot. Rappeler que quelle que soit la configuration du gouvernement, il devra d'une grande diversité politique, de la gauche à la droite. Rappeler aussi que les forces politiques du centre, même si aujourd'hui on cherche ailleurs, sont le socle de ce gouvernement. 166 députés au cœur de l'Assemblée nationale, même si on y ajoute LR, même si on y ajoute les socialistes, ça restera quand même le premier soutien d'un gouvernement de bon sens. Soutien, mais qui ne pourra pas continuer à être dans l'exécutif. La plupart des macronistes le reconnaissent, c'est plus leur tour. Ils ont été battus aux législatives. Alors oui, j'ai vu comme vous que l'idée circulait que le président de la République ne nomme pas un Premier ministre issu de la Macronie. Je ne sais pas si c'est l'essentiel. Enfin, je pense que l'essentiel, vous l'avez dit, c'est qu'il n'y ait pas de motion de censure 15 jours ou 3 semaines après la nomination du gouvernement et qu'on puisse conduire notamment le débat budgétaire et les sujets économiques, sociaux de bonne manière. Après, la composition du gouvernement, il faudra quand même que tout le monde y soit. Enfin, soyons raisonnables, ça va être quand même compliqué de faire un gouvernement soutenu par 166 députés des familles du centre sans qu'il y ait un seul membre du gouvernement qui parle à ces familles du centre. Et si en plus les LR disent on veut bien soutenir mais on participe pas, ça va être pareil. Sauf si on va vers un gouvernement technique. Alors là, on ne représente plus l'échiquier, on prend des compétences, un budgétaire au budget, un magistrat à la justice, etc. Oui, vous savez, il est possible aussi que LR ne mandate personne pour être dans le gouvernement, mais qui est un élu local, un ancien responsable national connu. Qui joue le jeu. Qui joue le jeu et qui soit LR et qui parle à LR. Enfin, je veux dire, les choses peuvent être aménagées. Le gouvernement technique, c'est pas votre truc. Au Parti radical, on fait de la politique. Oui, au Parti radical, on fait de la popole, comme on dit. Voilà, on fait de la politique. Mais parce que le sujet technique, c'est pas le sujet qui est devant nous. Enfin, je veux dire, sincèrement, le déficit excessif du point de vue européen, mais nécessité de s'occuper du pouvoir d'achat des gens, de faire fonctionner les services publics. Personne n'a envie de baisser la garde sur l'armée alors qu'il y a la guerre en Ukraine. Personne n'a envie de baisser la garde sur la police et la sécurité avec les drames qui se sont succédés, y compris des drames antisémites que les radicaux condamnent toujours ces derniers jours. Personne n'a envie de baisser la garde sur l'école ou la santé, indispensable à l'égalité des chances. Donc à un moment donné, il va bien falloir rétablir les équilibres, mais il va falloir le faire avec des choix intelligents. Il va falloir le faire donc en faisant de la politique, en trouvant la meilleure façon d'entendre l'opinion. Un gouvernement technique, ça donne l'impression aux Français que c'est un gouvernement technocratique qui va faire de l'arithmétique. Je pense que les gens ont envie qu'on les écoute, qu'on les comprenne, que les mesures soient de bon sens. Une mesure de bon sens, ça serait de suspendre ou d'abroger la réforme des retraites. D'abord parce que politiquement, c'est un point de blocage et parce que les Français la rejettent. Moi, je pense que sur la réforme des retraites, c'est difficile de l'abroger quand on ne sait pas où trouver les 12 à 15 milliards que ça va créer comme déficit supplémentaire. En revanche, je pense qu'on peut dire aux partenaires sociaux, notamment, cette réforme, elle a été votée, elle est au début de son application. On peut donc ouvrir un débat et avoir des pistes d'amélioration. Il y a quand même 2 sujets sur lesquels la réforme a été discutée, elle n'est pas allée au bout. Un, ceux qui commencent à travailler jeunes, c'est-à-dire avant 20 ans. La pénibilité, les carrières longues. Les carrières longues, la pénibilité. Et puis 2, le sujet aussi des mères de famille, sur lesquels, on le sait tous,
exercer la charge des enfants, surtout quand on est mère isolée ou quand on est en famille recomposée, ça nécessite de prendre sur son temps professionnel et sur sa carrière. Et donc on nuit à sa future retraite. Bernard Cazeneuve, c'est un nom qu'on n'a pas encore cité. Vous citiez Migaud, Moscovici. Bernard Cazeneuve, vous pensez qu'il peut être l'homme de ce rassemblement très large, de ce gouvernement très politique ? Bernard Cazeneuve peut l'être autant que Xavier Bertrand ou que les noms que j'ai cités. J'ai cité d'autres noms qui me paraissaient pour l'instant ne pas avoir d'annonce de censure. Voilà. Parce que je pense que le sujet fondamental pour le président, sur lequel on va finir par revenir, c'est quand même de trouver une personnalité pour composer un gouvernement pluraliste, avec, je l'espère, aussi des poids lourds dans le gouvernement. Hein. Le Premier ministre, ça n'est pas la seule condition, je pense, de la réussite de ce gouvernement. Il faut qu'il soit entouré de personnalités d'horizons différents. Bernard Cazeneuve peut être cet homme, Xavier Bertrand peut être cet homme, mais je pense que ce qu'il faut avant tout, c'est éviter la motion de censure, permettre au gouvernement de se mettre au travail. Moi, je suis convaincu qu'une fois passé le débat budgétaire, le dialogue avec les partenaires sociaux, l'installation d'un climat de coopération entre les forces vives du pays, on ira de l'avant et cette idée de censure s'éloignera. Sans reprendre le programme du Front Populaire, est-ce qu'une hausse des salaires, à commencer par le SMIC, doit être une des actions de ce gouvernement? Alors, à mon avis, la hausse des salaires et la revalorisation des pensions sont deux éléments indispensables. Après, il y a deux façons d'envisager la chose. Soit on part sur un chiffre abstrait, qu'on a décidé sur un coin de table, 1 600 €, et puis on l'impose par décret. Soit on se dit qu'il y a une conférence à organiser des partenaires sociaux, en expliquant, y compris au patronat, qu'il a intérêt à la stabilité, qu'il a intérêt à ce qu'il y ait un gouvernement qui gère le pays et qui ne parte pas dans tous les sens en matière de réforme, de législation, de mesures économiques, et que cette stabilité, elle a un prix. C'est que nos concitoyens se sentent pris en compte sur leurs priorités pour leur pouvoir d'achat. Et que donc, s'il y a un effort salarial à faire, c'est maintenant. Pour le SMIC, mais aussi pour toute la pyramide des salaires. Et je pense que c'est ça aussi l'intérêt de la négociation. Parce que si on nous demande que le SMIC et que tout le monde finit au SMIC, on perd un peu la méritocratie en cours de route. On perd l'idée que je suis payé selon mon mérite et le travail que je fais. Donc il faut réussir à augmenter bien sûr le SMIC, mais l'ensemble de l'échelle des salaires, et puis d'avancer sur des sujets plus qualitatifs, entre guillemets, comme la sécurité au travail, la qualité de vie au travail, la maîtrise des nouvelles technologies, et le radical que je suis rappellera la laïcité au travail, qui est de plus en plus un sujet face auquel les employeurs sont démunis. Démunis, et souvent ils cèdent d'ailleurs. Et souvent ils cèdent parce qu'ils n'ont pas effectivement de solutions. Ils n'ont personne pour les conseiller et les accompagner. C'est le prochain grand chantier de la laïcité. Je pense que c'est le monde du travail. La majorité d'idées, c'est un mantra du Parti radical depuis Edgar Faure. C'est une formule d'Edgar Faure. Ça vous semble possible encore aujourd'hui? Ou ça ne sera pas une minorité d'idées si on fera le plus petit dénominateur commun? Alors, il faut accepter que ce soit une majorité différente d'un sujet à un autre. Mais de nombreux sujets, finalement, étaient même en discussion à l'Assemblée et qui pouvaient rassembler des majorités d'idées. Le premier sujet, c'est la loi sur la fin de vie. Alors, c'est un sujet essentiel pour les radicaux. Mourir dans la dignité, depuis les années 70, c'est un combat des radicaux. On voit bien que des familles politiques de la droite, de la gauche, du centre, défendaient l'idée d'un progrès de la loi dans ce domaine. C'était bien parti d'ailleurs. Et c'est sûrement un texte qu'on pourra réinscrire à l'Assemblée nationale et qui pourra donner lieu à une majorité d'idées. On évoquait les sujets de pouvoir d'achat, d'emploi, on pourrait ajouter les sujets de handicap ou de dépendance. Je pense que c'est des sujets qui peuvent amener une majorité d'idées, peut-être différentes. Et les sujets de sécurité aussi amèneront une majorité d'idées qui sera sûrement pas la même que des sujets d'énergie, de transport ou de justice sociale. La proportionnelle, c'est votre combat aussi au Parti radical pour éviter les accords d'entre-deux tours, comme on l'a vu? Oui, parce qu'on pense qu'il ne peut pas y avoir de république vigoureuse sans une démocratie sincère. Et la démocratie sincère, c'est la proportionnelle. Ma voix pèse autant que la voix de mon voisin. Et chaque candidat, chaque formation politique a le nombre de sièges qui correspond à son nombre de voix. Il n'y en aura plus jamais de majorité absolue, on fera avec. Mais on en a déjà plus au scrutin majoritaire. Je pense que la tripartition politique, extrême gauche qui soumet la gauche, extrême droite et bloc central, est une tripartition qui va durer. Donc avec la tripartition, pas de majorité absolue au scrutin majoritaire, hélas. Et je pense que c'est sain, parce que la proportionnelle va installer un climat différent. Pas un climat de combat bloc à bloc, mais un climat de concorde, de contrat. La concorde, on l'attend. Laurent Hénard, merci. Bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe. On vous retrouve demain matin à 7h45. Votre invité sera Benjamin Haddad, député de Paris. Radio J.